se tient, voilà, un moment, hein, un temps fort sportif. Nous avons aujourd'hui la concurrence du match Maroc-Portugal qui fait que certains ne peuvent être présents. Voilà, c'est qu'à l'impossible nous l'avons tenu, hein, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir il y a 2 mois quand nous fixons cette date. Je voudrais aussi présenter les regrets de M. Bonnet, qui peut être parmi nous, et ça se comprend, hein, M. Bonnet s'est isolé, vous connaissez la raison, l'épidémie repart, hein, donc il a chopé ce virus qui fait qu'il ne peut pas être là aujourd'hui avec nous. Alors, dans la continuité des rencontres du collectif République, hein, qui, je rappelle, est un collectif qui a pour objectif de réfléchir, de faire des propositions, tout en se fondant sur les valeurs républicaines. Et aujourd'hui, le thème, c'est un thème, on va dire, d'enjeu majeur de priorité nationale, puisque nous allons parler d'école, de formation, d'emploi. Au sujet combien important. Alors, nous allons répartir cette thématique en sous-thématiques. M. Bonnet devait intervenir sur le pacte républicain et l'école. Car vous savez, les républicains sous la Troisième République, quand ils ont, avec notamment Jules Ferry, instauré l'école obligatoire, gratuite et laïque, c'était non seulement pour instruire, pour émanciper, mais c'était aussi pour lutter contre les inégalités sociales. Parce qu'à l'époque, vous savez, les enfants d'ouvriers, de paysans n'allaient pas à l'école, commençaient à travailler à 9 ans, 12 ans, etc. Donc il fallait mettre fin à cela, permettre que tout le monde puisse accéder à l'école. Et c'était une bonne chose. Cet enseignement de masse a été accru par différentes lois, notamment une des plus récentes dans les années 80, le gouvernement sous François Mitterrand avait décidé de faire en sorte que 80% des classes d'âge puissent accéder au baccalauréat. Vous voyez, on est toujours dans cette continuité. Pour autant, il y a des sujets d'inquiétude qui se posent. C'est que les enquêtes PISA montrent que l'école, même si elle avait la mission de lutter contre les inégalités sociales, en tout cas, l'école française est celle qui produit le plus d'inégalités sociales. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir pris des mesures pour lutter contre ces inégalités scolaires, mais elles demeurent. Alors, ces inégalités, elles sont de plusieurs sortes. Des inégalités de traitement. Par exemple, il y a des hausses des écarts de niveau entre les élèves favorisés et défavorisés. Et la qualité de temps d'enseignement aussi diffère selon qu'on est dans des écoles situées dans des ZEP ou pas. Clairement, on va dire, dans des écoles où on trouve des enfants issus de familles sociales aisées, sur 1 heure de cours, c'est 58 minutes d'enseignement. Alors que dans les écoles situées dans des ZEP, où majoritairement on trouve des enfants issus de familles défavorisées, sur 1 heure de cours, c'est peut-être à peine 30 minutes d'enseignement, la moitié. L'autre moitié, c'est pour, voilà, faire, c'est une gestion du climat scolaire, faire la discipline, etc., etc. L'inégalité de résultats, l'inégalité d'orientation, on sait très clairement qu'après la 3e, 80% des enfants issus de familles sociales favorisées se retrouvent en enseignement général, et les autres en enseignement professionnel. Et inégalité de diplomation.
c'est très clair, dans les grandes écoles, eh bien, qui retrouve-t-on? Des enfants issus des familles qui ont un capital social et culturel élevé. Voilà, pour autant, il y a de très belles réussites malgré tout. Bon, ici même au bureau, nous connaissons tous des enfants issus de familles sociales, on va dire, pas aisées, et qui ont de belles réussites. Alors, avant de passer à nos intervenants que je voulais présenter, Salamata, qui interviendra la première en tant que présidente de la mission locale, qui pilote des dispositifs, effectivement, en faveur de l'insertion professionnelle. Et dans le cadre de cette insertion, aujourd'hui, le gouvernement met en avant l'apprentissage comme dispositif qui permettra de lutter contre le chômage de masse des jeunes, à l'instar de l'Allemagne. Je sais qu'un certain nombre de réformes ont été prises. Salamata nous parlera de ce qu'elle fait. Ensuite, à ma gauche, Raphaël Le Goff, qui est professeur de lycée professionnel, interviendra, savoir notamment l'impact de la généralisation de l'apprentissage sur le nouveau lycée professionnel que le gouvernement veut mettre en place. Et Raphaël Le Goff est aussi délégué syndical, j'ai mis sur l'affiche, la CGT, devant les couchures de la CGT. Et enfin, Bruno, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je sais que les occupations sont énormes, mais tu as accepté d'être là aujourd'hui. Je t'en remercie. Alors, rien n'est mieux qu'un témoignage pour démarrer sur, quand même, l'école et l'impact républicain. Je vais parler de réussite. J'ai invité un jeune qui est là. Je vais lui donner 2 minutes qui va nous parler un peu de son parcours. Boubacar, je te laisse la parole. Voilà. Oui, vas-y. Oui, on t'attend, tourne-toi. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Sila Boubacar Sidiki. Je suis arrivé en 2018 en France. J'ai été scolarisé en 3e année au collège Paul Verlaine des Méros. J'ai fait un bac professionnel, métier des ventes, métier de commerce et de la vente au lycée professionnel des Vocation. M. Nafaka a été mon professeur pendant 2 ans, 3 ans je pense. Et là je suis en BTS, j'étais là. C'est une branche qui concerne la logistique, en supply chain, pour 2 ans. Et je compte continuer à faire mes études jusqu'en master s'il faut. Et je travaille entre-temps en alternance à Access. C'est une entreprise qui est basée à Rennes-Malmaison. On travaille dans le pétrochimique. Du coup, je me sens bien, je suis bien dans ce que je fais, j'aime bien ce que je fais. Et voilà. Merci. Bravo. Merci Boubacar. Et je laisse la parole. Vous voyez, on peut venir de loin, arriver en France. Ça, c'est l'école publique. Voilà. Oui, vas-y. Vous m'entendez? Non. Ah oui, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Salamata, donc je suis présidente de la mission locale. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet de la mission locale, déjà, mettre tout le monde au même niveau d'information sur ce que c'est qu'une mission locale, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, une mission locale, c'est une structure associative, donc missionnée par l'État, pour accompagner les jeunes de 16 à 25 ans révolus vers l'emploi. Concrètement, c'est ça la mission. Ensuite, la mission se traduit par l'accompagnement individuel, renforcé, en prenant en compte tous les freins périphériques du jeune, que ce soit la santé, la mobilité, etc. Voilà, ça c'est l'accompagnement global. La mission locale des Mureaux, il faut savoir qu'elle a 23 communes, donc les Mureaux fait partie de la plus grosse commune avec environ 50% des jeunes. Et nous avons aussi des villes comme Équevilly, Flins, Aubergenville et Meulan, pour situer un petit peu les villes, et toutes les campagnes à côté. La mission locale des Mureaux, elle accompagne chaque année environ 2000 jeunes, donc à l'échelle du territoire. Quoi dire de plus? Donc les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire. Nous avons pas mal de dispositifs au niveau de la mission locale, mais avant de parler des dispositifs, il y a un point sur lequel j'insiste en tant que présidente, donc peut-être jeune présidente depuis à peine 1 an et demi, c'est sur la communication. Je pense que la mission locale souffre
ou souffrait, je ne sais pas, parce que je ne suis peut-être pas forcément objective, d'une réputation, enfin d'une mauvaise réputation avant, je pense, j'espère plus maintenant, parce que je pense que les gens ne savent pas exactement ce qu'on y fait. Donc tous les dispositifs que nous avons, on en a plein, mais le problème c'est qu'on ne communique pas assez dessus, je pense, à mon sens. Et en tout cas, sur la mission locale des Mureaux, ce qu'on a fait justement pour savoir si on était bon, en tout cas sur la communication, c'est qu'on a fait un benchmark au niveau des autres missions locales, pour savoir si notre communication était adaptée ou pas. Et on s'est rendu compte qu'il fallait quand même faire un petit effort. Et le problème, en fait, ce que moi je remarque, c'est qu'on ne peut pas parler aux jeunes comme à tout le monde. C'est-à-dire que pour toucher les jeunes, il faut avoir aussi leur vecteur de communication. Donc la communication doit être vraiment large, intense, et on doit toucher aussi bien les jeunes que les parents. Voilà, ça c'est quelque chose d'aussi important. Après, en termes d'action, on a bien sûr en ce moment un dispositif qui s'appelle le contrat engagement jeune, donc une initiative portée par l'État, qui remplace la garantie jeune. C'est un dispositif d'accompagnement renforcé, où le jeune a une obligation d'effectuer plusieurs heures. Et pareil, au niveau de ces heures, moi j'insiste en tant que présidente, mais je pense qu'on est un petit peu tous à la même échelle, c'est que sur la qualité de ces heures, on a des heures obligatoires pour les jeunes, mais l'idée c'est pas de meubler, c'est vraiment d'apporter de la qualité. Donc on a fait un effort supplémentaire sur la mission locale des Mureaux, en essayant aussi de travailler sur la formation. On essaie voilà, de donner quelques bases de formation en plus, ou comme l'anglais. Enfin, voilà, moi je suis une présidente un peu pratico-pratique, présidente en basket, donc voilà, le terrain, j'aime bien aussi voir ce qui se passe. Et je pense qu'on n'est pas assez concret. Donc on doit aller plus loin sur les attentes des jeunes, on doit plus les écouter, plus les accompagner, et vraiment partir d'eux, pas de nous avec voilà, nos grandes casquettes. Voilà. Ensuite, sur la mission locale des Mureaux, on a fêté les 40 ans des missions locales il y a quelques temps. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que les missions locales existent depuis 40 ans, donc c'est pas mal, 40 ans. Et voilà, je pense qu'elles doivent encore évoluer, on doit être plus pragmatique, peut-être... Enfin, j'ai un exemple sur les CV, par exemple. Moi, je trouve ça très has-been, les CV, et c'est vrai que pour les jeunes, voilà, mettre tout ce qu'ils savent, enfin, toutes leurs compétences sur un CV, c'est pas forcément évident, et pourtant, on sait tous qu'ils ont plein de compétences dont eux-mêmes ne savent même pas. Et c'est vrai qu'on essaie aussi d'innover sur les recrutements. On essaie par exemple les recrutements par le sport, voilà, avec des entreprises, avec des jeunes qui s'affrontent, mais voilà, sur d'autres compétences qu'un CV. Et voilà, qu'ils en ressortent grandis, et ça c'est pas mal. Sur la question de l'apprentissage, alors déjà, on a la chance d'avoir un député, donc je souligne les efforts du gouvernement en ce sens. Et je suis sûre, enfin, en tout cas j'ai toujours été persuadée que l'apprentissage, c'est vraiment une voie sur laquelle on ne peut pas se tromper. Pourquoi? Parce qu'en fait, on apprend, en même temps, on travaille, on comprend ce qu'on fait, et je pense que c'est aussi une voie qui est pérenne. Le jeune, en fait, quand il travaille, il sait pourquoi il va travailler, il sait pourquoi il apprend, en fait. Donc je pense que voilà, c'est quand même pratique. Donc voilà, je vais m'arrêter pour l'instant, et puis on aura l'occasion d'échanger. Voilà. Ah, déjà? Attends, il se termine, après tu peux poser la question. Bonjour à toutes et tous. Donc oui, je suis Raphaël Le Goff, enseignante en lycée professionnel et syndicale à CGT. Alors sur le thème de l'apprentissage, je voudrais quand même rappeler qu'à la CGT, on n'est pas contre l'apprentissage. En théorie, c'est très beau l'apprentissage. C'est un jeune, on apprend un métier, c'est concret, on apprend direct ce qu'on veut faire. Voilà, et c'est une transmission de savoir. C'est comme ça qu'on peut le voir. Sauf que dans la pratique, c'est pas forcément ça. Alors, il y a des entreprises qui le font très bien. Et puis, il y a une majorité quand même, c'est envoyer les jeunes, enfin, c'est des mineurs quand même, on commence un apprentissage à 16 ans, on peut même avoir une dérogation pour 15 ans. C'est des jeunes qui viennent de sortir du collège, qu'on envoie en entreprise et c'est violent. Enfin, voilà. Moi, je pense que l'apprentissage, c'est on rentre dans le monde du travail et ça peut être violent. Ça peut être très bien, sauf que nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même de gros problèmes dans l'apprentissage. Je vais revenir quand même sur quelques chiffres qui sont assez parlants. Alors, c'est les chiffres, pardon, de 2019, et c'est l'assurance maladie qui les a recensés. On a 10 300 accidents du travail d'apprentis en 2019. Ça fait 1 par heure. C'est énorme. Ça veut dire que c'est des mineurs, des enfants, qui sont envoyés face à des risques professionnels. Alors, c'est pas qu'ils les connaissent pas, parce qu'en fait, à l'école, aujourd'hui, ils sont très bien informés sur les risques professionnels. L'enseignement, tout ça, c'est très bien fait.
sauf qu'ils ne peuvent pas les mettre en place à l'entreprise. Il faut rajouter à ça donc, les accidents de trajet, il y en a eu 3110, et donc ces apprentis représentent 50% des accidents du travail des salariés de moins de 20 ans. Donc nous, c'est plutôt sur les conditions de l'apprentissage, comment ça se passe en entreprise, qu'est-ce qu'on en fait de cet apprentissage, qui on envoie en apprentissage, parce qu'il y a quand même une dimension sociale. On ne va pas trop chercher les collégiens de Versailles, je vais faire une caricature, pour aller en apprentissage. On vient au Murau, à Trappes, je vais prendre Mantes, voilà, je vais prendre des villes des Yvelines, où on va aller chercher de l'apprentissage parce que le jeune, il faut qu'il aille travailler en fait, et puis il n'est peut-être pas fait pour l'école. Mais en fait, tout le monde est fait pour l'école, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place, et c'est pour ça que le lycée professionnel, en formation initiale, c'est une chance pour nos jeunes, et on a un bel exemple d'apprentissage post-bac, un BTS en alternance, voilà, tu l'as dit, tu es content de ce que tu fais, tu as choisi, mais s'il y avait, voilà, je fais une conjonction, voilà, s'il n'y avait pas eu cette formation initiale en lycée professionnel où on laisse le temps aux jeunes d'apprendre, où ils sont dans un milieu protégé pour apprendre, et ben, on ne sait pas comment ça pourrait se passer post-bac. Donc, le but de la formation initiale, c'est ça aussi, d'apprendre dans de bonnes conditions, un métier aux jeunes, et des savoirs qui ne sont pas orientés sur une entreprise. C'est des savoirs qui sont bons pour l'employabilité pour après. Je dis un gros mot, l'employabilité, d'habitude je n'utilise pas ce mot-là, mais c'est des compétences qu'on apprend pour après aller sur le marché du travail, pour aller dans n'importe quelle entreprise. Il faut être maître de ces savoirs. Quand on est dans une entreprise, on est formé pour une entreprise, ça peut être le risque. Comme, voilà, je le redis, il y a des entreprises qui font très bien leur travail, des tuteurs qui sont très bien, qui ont envie de transmettre un métier, et pas juste un savoir-faire dans cette entreprise, mais il y a quand même une grande majorité où on va utiliser les apprentis comme une variable d'ajustement, comme un employé comme un autre, ce qui est illégal en fait, moins payé, avec de belles exonérations d'emploi et des aides, voilà, qui peuvent aller jusqu'à 8 000 € pour un jeune. Donc c'est tout bénéfice pour les entreprises, mais moi je me pose la question, et à la CGT on se pose la question, quel bénéfice véritable pour les jeunes? Voilà, avant de passer la parole à Bruno, une autre inégalité dans l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il est plus facile de trouver un patron de le post-bac, de le BTS, qu'avec un CAP. Ça aussi c'est une inégalité. On le voit des jeunes des Mirou qui trouvent l'école, très souvent à Aubergenville, l'IFA-BDP, et qui ne trouvent pas de patron. Et là, si on n'a pas de relation, c'est très compliqué. Voilà, Bruno, je te passe la parole. Oui, merci. Vous avez abordé des sujets importants. Je vais essayer de vous faire une réponse absolument pas politique. Et vous allez peut-être me trouver disruptif sur certains points, mais je vais vous livrer exactement ce que je pense. Malheureusement, et malgré ce qui est inscrit dans notre Constitution, je ne crois pas que nous naissions égaux en droit et en quoi que ce soit. On a tous un patrimoine génétique différent et qui nous permet ou pas de poursuivre des choses à une certaine vitesse, à une certaine hauteur. Même moi, il m'a fallu énormément de temps, je ne suis pas très bon à l'école, il m'a fallu énormément de temps pour arriver à avoir une connaissance du savoir, et ça m'a pris sur le tard, et j'ai continué à m'auto-alimenter en connaissances, sinon je ne serais peut-être pas là devant vous à vous parler. Voilà. Et donc il y a déjà cette inégalité-là, il y a l'inégalité sociale, celle-là elle est prégnante, on n'a pas réussi à la résoudre. Un manque de mixité, puisqu'on parle de l'école, on va commencer par l'école, un manque de mixité sociale à l'école qui est évident, qui ressemble au manque de mixité sociale qu'on a aussi dans l'urbanisme, on ne va pas se mentir. On a des expériences, moi que j'aimerais bien qu'on puisse généraliser à l'école. On a vu les résultats des dédoublements de classe, où effectivement là, quand il y a un petit peu de mixité sociale,
ça se passe mieux pour les élèves parce que l'attention des élèves est plus facilement captable par le professeur, en tout cas ça l'épuise moins parce qu'être prof dans des écoles REP et REP+, c'est pas simple. Avoir 12 élèves par classe, c'est beaucoup plus simple et en plus les gamins aiment ça. Et les résultats sont effectivement assez probants. J'ai écouté le ministre la dernière fois et je ne savais pas que ça allait se passer, mais visiblement il y a des zones REP+, qui vont disparaître, donc on va abandonner dans ces zones-là le dédoublement des classes. Et je trouve ça dommage. Je préférerais qu'on forme plus de professeurs, qui soient mieux traités, ça commence à venir, qu'on retrouve une attractivité pour ce poste qui est capital d'enseignant, de maître des écoles, en tout cas au début, et qu'on arrive à généraliser au contraire le dédoublement. Alors ce ne sera plus du dédoublement. Si mon rêve, mon utopie parfaite pouvait se produire, on aurait en tout cas dans les petites classes que des classes de 12 élèves. Après, quand ils sont plus grands, quand ils ont acquis de la connaissance, on peut monter un petit peu plus en nombre d'élèves par classe, et voir des classes à 27, 28, 29, 30 élèves. Ça accroît en fait les inégalités. Ça accroît les inégalités sociales, parce que là, sur le discours, on est tous d'accord. Vous avez différentes façons, quand vous rentrez chez vous, de pouvoir appréhender les savoirs que vous avez reçus. Vous pouvez rentrer chez vous dans une famille plus défavorisée où ce sera beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de travail à faire, parce qu'il y a moins de personnes à votre disposition, à votre attention, par la force des choses, par le combat social que mènent ces familles-là et qui les occupent. Et puis vous pouvez arriver dans un environnement totalement favorisé, où là vous allez avoir des gens pour vous occuper de vous, que ce soit les frères, les sœurs, mais aussi les parents, et des fois même des gens extérieurs qui viennent s'occuper de vous, et c'est plus facile d'intégrer tout ce que vous avez appris dans la journée. Ça fait longtemps que tout le monde essaie de le résoudre, et c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué en soi, c'est simplement une question de moyens, et oui, je suis d'accord, les moyens ne sont pas mis sur la table. Est-ce que ça résoudra tout? Je ne pense pas, parce qu'il y a aussi la formation, si je suis un peu disruptif, il y a aussi la formation des parents qu'il faudra assurer derrière, mais en tout cas, on s'est aperçu que quand on mettait les enfants, les petits, dans des conditions favorables d'éducation, c'est-à-dire pas très bon par classe, le savoir est acquis. Et ça les intéresse en plus. Ils ne sont pas dans une attitude d'abandonner ce savoir-là. Au contraire, ils ont envie d'en avoir plus. Bon, ça c'est pour l'école, je n'ai pas plus loin, on peut continuer longtemps. Pour l'apprentissage, vous avez raison, madame, je ne suis pas persuadé que l'apprentissage à partir de la 3e soit véritablement la solution. Ça peut l'être pour certains. Mais c'est vrai, les enfants sont fragiles. C'est plus facile après le bac. Moi, j'étais un des premiers dans ma carrière dans le privé. J'étais dans le groupe M6. J'ai été le premier à faire venir l'alternance dans le groupe Média. Avant, les directeurs financiers n'en voulaient pas. Et ça a été un déclencheur pour les métiers techniques. Je le faisais pour la G finale. Et ça a été un vrai déclencheur pour le groupe parce que maintenant, il faut appeler l'alternance. Mais parce que aussi, il y a eu une volonté après, à la fois de la DRH et de la direction financière, de former les managers à l'apprentissage, de former ceux qui accompagnent les apprentis à apprendre le métier correctement et pas à s'en servir comme de chair à canon. Et c'est là où je vous rejoins. Il y a des entreprises où ça se passe formidablement bien parce que cette envie, ce besoin, cette nécessité de transmettre est là parce qu'il y a des cadres qui existent et qui sont capables de l'apporter. Et ça se passe formidablement bien avec les apprentis. Et puis il y a des entreprises, il faut le reconnaître. Je ne vais pas mentir, il y a des entreprises où effectivement ils servent de chair à canon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et là, c'est la négation de la réussite de l'apprentissage. Donc il faut à la fois travailler sur le bon tempo, si je peux m'exprimer comme ça, ou en tout cas le bon âge, ou la bonne maturité, je ne sais pas comment vous le dire, il y a des jeunes qui sont matures plus vite que d'autres, ou la bonne maturité, pour pouvoir envoyer le jeune à l'apprentissage. Et il faut aussi faire des formations dans les entreprises pour que les maîtres d'apprentissage soient vraiment des maîtres d'apprentissage et pas juste des gens qui s'occupent des jeunes juste pour leur employabilité. Et ça, je pense que c'est une piste notamment dans le maintien des seniors à l'emploi. Parce que quand vous avez 55, 60, entre 55 et 60 ans, que vous commencez à être usé, ou même avant, dans des professions qui sont beaucoup plus difficiles physiquement, à partir de 50 ans, quand vous commencez à être épuisé par votre boulot, vous avez quand même acquis tout un savoir au cours de votre vie, et ce savoir-là, vous pouvez le transmettre. Nous, on a fait une expérience, et ça l'a mental aussi, parce que c'est une expérience qui a été montée à Strasbourg, c'est
C'est pour ça que je vous parle des maîtres d'apprentissage, je vais essayer d'être plus court après. On a monté une expérience lors de mon précédent mandat qui s'appelait Plan Jeune 78. C'était pas pour se substituer aux maisons locales, aux missions locales, etc. C'était en accompagnement supplémentaire. On avait un pool de parrains et de tuteurs qui étaient prêts à s'engager dans la formation des jeunes qui étaient totalement en décrochage. Même la mission locale n'y arrivait plus parce que finalement il y avait un refus total. Il y avait un refus de la société, il y avait un refus de l'entreprise. Ils ne voulaient pas y aller. Alors, les résultats sont modestes, hein, autant vous le dire. La promotion, il y avait 15 élèves, donc ça ne va pas loin, 15 jeunes. Et on avait un tuteur ou un parrain ou une marraine, appelez ça comme vous voulez, qui étaient des cadres d'entreprise, qui n'avaient pas pour vocation à inciter le jeune à aller dans leur entreprise. Hein, c'était pas ça. Le premier boulot qu'ils avaient à faire, c'était d'essayer de provoquer le déclic chez le jeune pour lui dire que oui, le travail peut être quelque chose de libérateur, terme de liberté sociale, de liberté d'entreprendre, de liberté de vivre, de s'insérer dans la société et de trouver sa place dans la société. Et ils étaient à disposition des jeunes 24 heures sur 24. Alors pas physiquement, évidemment, pas tout le temps physiquement, mais au téléphone 24 heures sur 24. Le résultat des cours sur 15, il y en a 4 qu'on n'a jamais récupérés. Il y en a 4 qui sont partis, on ne les a plus jamais vus. Et sur les 11 qui restent, il y a eu 7 CDI et 4 CDI. Donc, c'est pas 15, c'est pas énorme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on prend les choses par le bon côté de la lorgnette, ou en tout cas quand on essaye de faire les choses bien, on peut arriver à trouver des chemins. Et c'est pour ça que j'ai un peu d'espoir. C'est vrai que le gouvernement a beaucoup fait pour l'apprentissage. On a mis en place les outils. C'est bien de mettre en place les outils. Derrière, il faut que les gens, d'un bout à l'autre de la chaîne, soient très vigilants à ce qu'on fait. Et puis après, vous parliez, je termine sur l'école là-dessus, avec la réforme de Mitterrand, justement, pour que 80% des classes d'âge aient le bac, je ne suis pas persuadé que c'était une bonne solution. Franchement, je ne suis pas persuadé. Parce qu'on a fini par affaiblir l'école. On a donné le bac à beaucoup trop de gamins qui ont encombré les bancs de la fac, alors que ce n'était pas forcément leur destinée. Et ça a fait énormément de déception pour ceux qui y arrivaient. Pour ceux qui arrivaient, c'était facile, hein, c'était tranquille. Mais vous voyez, le niveau du bac aujourd'hui, par rapport, je vais parler comme un vieux con, mais c'est pas grave, par rapport aux années 70, il a considérablement baissé. Aujourd'hui, avoir le bac, moi j'en suis presque devenu partisan du contrôle continu. Voilà, si ce n'est la nature, le fait d'avoir un examen pour se préparer à un examen, le niveau a énormément baissé. Et je pense que quelque part, il est temps, et heureusement que je n'ai pas m'en occuper parce que le chantier est énorme, mais il est temps de repenser un petit peu comment, au niveau de l'éducation nationale et de la formation de nos enfants, on peut ouvrir le panel. Il est assez facile de voir aux alentours de la classe de 4e ou 3e les enfants qui sont doués pour certaines choses et qui sont moins doués pour d'autres. Vouloir forcément obliger les enfants à faire un enseignement général, je ne pense pas que ce soit la solution. A contrario, vouloir forcer absolument un gamin à passer directement dans les filières professionnelles, tout simplement parce que, bon, il est un peu turbulent, mais le gamin est vif quand même. Ouais, mais il emmerde un petit peu l'éducation nationale, du bon temps, lui, on fout là-bas, et puis on n'en parle plus, c'est aussi une connerie. Donc voilà, il y a des chemins à trouver qui ne sont pas simples, tout n'est jamais blanc ou noir, il n'y a pas que de mauvais entrepreneurs ou de mauvais transmetteurs et de bons élèves, il n'y a pas que des parents qui savent faire les choses et d'autres qui ne savent pas les faire. Il y a aussi, je vous dis, tout est un peu... Notre destinée s'inscrit un petit peu à notre naissance. Je pense que les chemins sont prédestinés à notre naissance. À nous de savoir prendre les petits virages et à nous d'aider les gamins à pouvoir prendre les virages pour qu'ils trouvent leur place. Mais c'est pas simple. Justement, le rôle principal de l'école, c'est de lutter contre les inégalités liées à la naissance. Qui veut prendre la parole? Lucien et Fatma, Samuel. Alors, on va être aussi. Oui, je sais qu'il y a le match. C'est une dame, honneur de dame. Merci quand même d'être venu. Moi, je ne peux pas aller voir là. Certainement fait une mort.
Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de prendre le micro rapidement juste pour poser une question, particulièrement à notre député qui est présent. Ça concerne, par rapport à la question qui est abordée aujourd'hui, à l'égalité, enfin, à l'école, et si elle était la question exactement, je vais la reprendre. Je l'ai plus en tête. En gros, même quelqu'un qui réussit, un jeune qui réussit à obtenir son diplôme, que ce soit par la voie professionnelle ou par la voie générale, qu'est-ce qu'il fait après? On le sait qu'il y a un problème pour accéder à l'emploi, et particulièrement, je vais poser la question par rapport à nos jeunes qui sont issus des quartiers politiques de la ville. Et vous citiez Madame des villes comme Trappes, les Mureaux, Mantes-la-Jolie. Quand c'est écrit sur le CV, quand bien même on sort d'une école, une grande école, ou qu'on a un parcours exemplaire, le président, il me semble qu'il avait, tout début de son premier mandat, abordé la question de la discrimination positive et la question des quotas. Alors certains vous diront non, je préfère être embauché par rapport à mes compétences, par rapport à mon diplôme, mais on sait que la réalité, et si on est pragmatique, on sait que ça ne se passe pas comme ça. Et donc, moi, mon point de vue, le mien, et en plus en tant qu'enseignante, c'est qu'à un moment donné, et issu de cette diversité et issu de ces quartiers, je suis pour les quotas, parce que je pars du principe que je préfère être sacrifié, moi, dans ma génération, la mienne, et pour pouvoir prouver les compétences dans l'entreprise, pour que nos enfants puissent accéder plus facilement, parce qu'à un moment donné, j'ai l'habitude de dire, il faut braquer, quoi. Il faut braquer avec les moyens du bord, et là, la question, c'est celle des quotas. Donc, je voulais savoir où ça en était, c'est pour ça que je pose la question à monsieur le député. Alors, où ça en est, je ne suis pas sûr que ça en soit très loin. Après, moi, ce que je peux te dire, ce que je ressens, ce que je peux te donner comme ressenti par rapport à mon ancien métier, puisque j'étais cadre dirigeant, et par rapport au CV qu'on reçoit. J'ai trop vu, j'ai beaucoup trop vu, beaucoup trop vu. Des CV qui étaient classés verticalement parce qu'effectivement, le candidat ne venait pas de la bonne ville, vous n'avez pas le bon nom. C'est une vraie réalité. Je connais beaucoup de managers, ils sont majoritaires, on ne va pas se mentir. Moi, j'étais pour l'anonymisation des CV. Franchement. Et puis, peut-être qu'il faut apprendre à nos managers à embaucher les gens, pas seulement de manière aussi traditionnelle, c'est-à-dire en fonction des diplômes que tu as eus, et il faut donner beaucoup de place à l'entretien, recevoir les gens en entretien, et surtout regarder une chose, les hobbies. Je ne sais pas si toi, dans les CV Salamata, tu leur conseilles beaucoup de mettre le hobby. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je devais embaucher une assistante. J'étais patron de la régie finale, pas que, mais en partie de la régie finale des chaînes du groupe M6. C'est du personnel technique, très pro, très précieux, qui a donc beaucoup d'exigences et qui n'est pas facile à mener. Et c'est normal, hein. Ils sont presque irremplaçables. Donc j'avais besoin de quelqu'un capable de les tenir à la fois avec un peu de fermeté, mais aussi avec beaucoup de douceur et de compréhension et de dialogue. J'ai reçu une jeune femme, c'était mon assistante, hein, que je cherchais un poste pour mon assistante, j'ai reçu une jeune femme qui ne travaillait absolument pas dans le domaine des médias. Absolument pas. Elle travaillait elle était gestionnaire de compte. Donc tu vois, ça n'a rien à voir, gestionnaire de compte. Elle avait un CV classique, elle travaillait en intérim. Et elle cherchait un boulot en CV. Quand on sort de l'entretien s'est très bien passé, la RH me dit, on ne va pas l'embaucher, Bruno, t'es ridicule, regarde, dans son CV, il n'y a rien qui correspond à ce qu'on veut. Là, je dis, si, il y a une chose très importante qui correspond à ce qu'on veut. Et je dis, regarde bien dans les hobbies. Elle regarde, elle ne trouve pas. Je dis, tu ne trouves pas? Je dis, elle joue au poker. Elle joue au poker. J'ai embauché cette fille-là parce qu'elle joue au poker. Pas pour son CV. Parce qu'elle joue au poker et parce que l'entretien s'était bien passé, que j'ai senti qu'en elle un potentiel. C'est l'entretien qui compte. Mais sur le CV, ce qui m'a fait l'embaucher, c'est parce qu'elle joue au poker. Parce qu'elle était capable, sur une table, de jouer au poker menteur, tout simplement. Elle était capable de faire poker face. Elle était capable à la fois d'imposer des choses, dans l'objectivité, dans la justesse, et d'essayer d'être suffisamment souple et maligne pour obtenir d'autres trucs quand la situation se tendait.
Eh bien, cette fille-là, elle est restée, je crois, 6 ou 7 ans à ce poste-là, avant de partir dans le sud de la France. Non seulement moi, je l'ai regretté, mais toutes les équipes l'ont regretté. Donc il y a aussi anonymisation. Moi, je suis pour, je sais qu'il y a plein de gens qui sont contre. Moi, je suis pour. Et apprendre, on a un problème de management en France, je n'ai pas peur de le dire. Les gars sont trop formatés. Les managers sont trop formatés. C'est souvent des gens qui ont grimpé à l'intérieur de l'entreprise, mais qui n'ont pas eu les bonnes formations. Parce qu'on parle de la formation initiale des gens pour trouver un boulot, mais la formation continue, c'est un vrai problème aussi. Et ils ne sont surtout pas formatés, ils n'ont surtout pas de formation pour bien embaucher. Donc voilà, c'est mon point de vue. Pour le reste, je ne sais pas vraiment où on en est. Alors les quotas, ça fait encore de la discrimination, ça me gêne un peu. Parce que la façon que vous avez recruté la personne, c'est comme ça que fonctionnent les pays anglo-saxons. Ils regardent les compétences et après ils regardent le diplôme. En France, c'est l'inverse. On regarde le diplôme. C'est comme ça. Voilà, et comme vous dites, c'est un peu classique encore tout ce qui est RH dans les entreprises et que finalement il y a un frein. Et non, mais il faut vraiment réfléchir sur cette question des quotas. Et je sais que ça dérange certains. Moi, c'est ce que je défends. Merci pour votre réponse. Bonjour. Pour moi, la question n'est pas simple. Je voulais savoir combien de temps ça met un jeune rentre en mission locale et au moment où il a justement sa formation, son suivi universitaire. Deuxième petite question, monsieur le député, moi je suis dans cette génération aussi, mais on était la génération où c'était au boulot. On avait le niveau, pas le niveau, et franchement, surtout en milieu général, tout le monde faisait un ajusteur. On ne va pas peut-être donner le choix. À l'école, c'était d'office qu'on nous mettait. Voilà, on nous orientait directement dans les métiers manuels. Donc c'est pas mieux. Voilà. D'accord. Alors, on entend. La question de Jamel, alors, je ne peux pas répondre à cette question, et ce n'est pas de la mauvaise politique, à partir du moment où un jeune, je ne peux pas partir sur une moyenne, parce qu'on prend le jeune dans toute sa globalité. Ça veut dire qu'en mission locale, on peut avoir un jeune de 18 ans qui est très mature, qui est prêt, et il y a juste à donner le petit coup d'accélérateur pour qu'il trouve ce qu'il veut. Et on peut avoir un autre jeune, exactement pareil, mais qui est perdu, qui a peut-être des problèmes de santé. Donc je ne peux pas te donner de moyenne. À partir du moment où c'est vraiment individualisé. Et ça, je tiens vraiment là-dessus. Parce qu'on ne peut pas prendre tous les jeunes tels qu'ils sont, on doit le prendre vraiment de façon individuelle. Et on a beaucoup de freins périphériques. Donc si un jeune a un problème de santé, mais qu'il est diplômé et qu'il peut décoller, bah, son problème de santé va faire qu'il ne pourra pas. Donc il faut d'abord travailler ce problème-là. On peut aussi avoir un problème de mobilité. Un jeune qui n'a pas le permis de conduire, qui doit travailler dans une campagne, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc je ne peux pas répondre. Après, c'est vraiment individualisé. Voilà. Et peut-être, je suis désolée, j'aimerais rebondir sur la question du CV anonyme. Ah, ils sont là. C'est pas grave. Ah d'accord, ok. La question du CV anonyme. Alors, Fatma, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais elle m'entend pas. Je peux aussi intervenir sur ta réponse. Sur la question du CV anonyme, alors, je suis d'accord et à la fois partagée. Effectivement, ce serait le meilleur des mondes d'avoir un CV anonyme où on ne prendrait que les compétences, etc. Super. Mais encore une fois, je pense que je suis un peu la preuve vivante. Quand on est de couleur, hein, ça se voit malheureusement, je m'appelle Salamata. Quand on voit mon CV, on sait que Salamata, elle a peut-être une couleur, elle a peut-être des origines, elle vient peut-être d'une ville, etc. Et le problème, c'est que même si le CV est anonyme, dès qu'on arrive en entretien, tout de suite, on nous voit. Donc forcément, voilà, ça enlève une barrière, mais peut-être que la barrière, elle peut être encore plus violente. J'ai un ami qui a un prénom limite allemand, mais qui a la même couleur de peau que moi. Il va en entretien parce que son CV, il a un beau prénom et un bon nom de famille. Quand il arrive en entretien, ah c'est vous? Je pense que c'est un peu plus violent aussi. Ah, je pensais que vous étiez allemand. Non. C'est pour ça que je donc il y a aussi, voilà. C'est à double tranchant. Oui, j'entends. C'est bien. Moi, un CV anonyme, j'y crois pas. Bah voilà, moi je suis mitigée parce qu'à partir du moment où on arrive, de toute façon, si on ne veut pas de personne de couleur, forcément. Alors qu'est-ce que tu penses des quotas? Eh ben moi je suis pour les quotas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait la même chose en politique avec les femmes.
Et bien évidemment, quand il y a de la parité en politique, bah, bizarrement ça fonctionne. Donc à un moment, il y a peut-être une question à ça. Bah, alors ça fonctionne mieux. Ça ne pouvait pas être pire. Ça ne pouvait pas être pire, je pense. Voilà. Donc je pense qu'il faut imposer des quotas. À partir du moment où on l'a fait en politique, on a commencé à avoir des femmes maires, à avoir des femmes députées, etc. Voilà, c'est mon avis. Mais... Voilà. Et dans les grandes écoles aussi, on a accordé des quotas. Voilà. Il y a des grandes écoles qui ont Sciences Po, etc. Voilà. Il y a des quotas. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Parce que les hommes ne sont pas plus bêtes que d'autres personnes. Voilà. Quand on est légitime, on est légitime. Ok. Merci. Après un CAP d'électromécanicien, j'ai arrêté en 1968 après les grèves. J'ai été embauché chez Renault au départ. Mais la première chose que je n'ai pas entendue, c'est que les jeunes que vous avez, est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire? Ça, c'est important. Est-ce qu'un jeune... Moi, je savais ce que je voulais faire parce que déjà à la télé, il y avait téléenseignement. Donc, il y avait des cours d'électronique et tout ça. Donc, je me suis intéressé à ça. J'ai fait une jeune radio quand j'avais 15 ans. Donc, je savais très bien où j'allais. J'avais choisi, et j'ai fini ingénieur en vibration industrielle. Et donc, j'ai choisi ce que je voulais faire. Malgré que j'avais que 2 CAP, j'avais fait aussi maths généas aux Armétiers. Et j'ai eu la chance de rentrer à la Matra par un piston d'un chef gardien, comme je n'avais pas de BTS. En même temps, j'ai reçu un CV de Vélizy, comme quoi il ne voulait pas me prendre parce que je n'avais pas assez de diplôme. Et j'ai réussi à être au même niveau que les gens qui avaient des BTS, avec mes 2 CAP, aller en déplacement chez les clients, etc., travailler avec des gens qui étaient centraliens ou polytechniciens, et apparemment je leur convenais. Donc voilà un petit peu, moi je dis déjà la première chose, c'est est-ce que les jeunes savent ce qu'ils veulent faire? Et c'est pas de les envoyer en entreprise travailler. Moi j'ai eu la chance de visiter Renault, Peugeot, tout ça, et ça m'a plu, il n'y avait pas de robot à l'époque, c'était les champs qui faisaient le robot. Mais ça m'a plu de voir cette technologie-là de l'époque, parce que ça m'a conforté dans le choix que je voulais faire. Et je pense que l'élève a beaucoup de décisions à prendre pour son avenir, parce que son avenir, c'est ce qui va conditionner sa vie aussi financière pour élever ses enfants, etc. Voilà. Alors ma réponse elle va être un petit peu aussi comme celle de Djamel. Encore une fois, ça dépend du jeune. Quand on a un jeune qui sait ce qu'il veut faire, effectivement, c'est la meilleure des solutions. On va l'accompagner, on va l'aiguiller, donc c'est très facile. On a des jeunes qui ne savent absolument pas quoi faire, qui ont fait des études ou qui ont plutôt vécu ou survécu à leurs études, parce qu'on a aussi des jeunes qui sont abîmés par leur parcours scolaire, qui peut être aussi un broyeur. Quand on nous répète qu'on n'est pas qualifié, etc., enfin, ça peut être un peu violent pour les jeunes. Donc là aussi, ça va dépendre de la motivation du jeune. Parfois, ils veulent faire des métiers, mais il n'y a pas forcément les diplômes qu'il faut, donc il y a aussi une réalité, en fait. Donc c'est un peu plus nuancé. On ne peut pas apporter une réponse aussi catégorique. On a des jeunes qui savent ce qu'ils veulent faire, on les accompagne et ça fonctionne bien. On a des jeunes perdus, pas mal de choses à régler avant. Donc voilà, la réponse, elle ne peut pas être blanche ou noire, quoi. C'est très nuancé. Ça dépend encore une fois du jeune, de son envie, de son niveau, parce que voilà, on a des métiers qui décident quand même d'avoir des niveaux scolaires, des diplômes, et d'autres où on peut aller par une autre voie, comme l'apprentissage, ou par une autre voie, enfin, on peut avoir des parcours hachés aussi. Donc voilà, je ne peux pas répondre du tac au tac à cette question-là. Si vous voulez peut-être intervenir sur le... Je ne pourrais pas répondre, mais je peux intervenir. Ah voilà. Sur ce que veulent faire les jeunes. Alors, déjà, moi je vais partir de mon expérience en tant qu'enseignante en lycée professionnel. Si on demande quel était le choix, pourquoi ils sont là, la plupart, c'est on leur a dit bah, si ça peut te correspondre. Voilà. Mais au collège, déjà, l'information sur l'orientation, c'est pas trop ça. Et c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas le temps, en fait, au collège de le faire. On ne découvre pas les métiers. Et puis, il y a des études sociologiques sur le lycée professionnel. La plupart des élèves subissent, en fait, leur orientation.
Donc en fin de troisième, voilà, t'as pas de bonnes notes, t'es pas bon, tu vas aller en lycée professionnel, mets des vœux, et puis t'as envie d'aller où? Tu veux rester au Muro parce que tu es au Muro, puis tu resteras au Muro. Alors au Muro, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'électricité, du commerce-vente, de la gestion administration et de la SSP, enfin du soin à la personne. Puis après, on regarde, t'es un garçon, tu iras en Bélec, t'es une fille, tu iras en SSP, tu deviendras aide-soignant, c'est bien. Est-ce que c'est un choix? Peut-être certain, mais je pense que c'est une minorité. Et après, je reviens sur les CV anonymes, etc. Moi, je ne donnerai pas d'avis sur s'il faut anonymiser ou faire des quotas. Par contre, et ça rejoint aussi l'enseignement professionnel et nos villes, voilà, celle que j'ai dit tout à l'heure, voilà, on est toujours sur la même question, voilà, disons les choses, c'est du racisme et puis du sexisme. Voilà, c'est tout. Non mais disons les mots. Quand on parle de quotas, on parle de choses, c'est la discrimination sociale qui va avec du racisme, parce que faut dire les choses. Donc, et ça va avec l'enseignement professionnel, et ça va avec l'apprentissage. Voilà. Qui on envoie, je reviens sur ce que je disais au début, qui on envoie en apprentissage, qui se retrouve dans des boulots qu'ils n'ont pas forcément envie de faire, si on peut cibler les lieux, les personnes, ça veut dire que c'est pas le bon système, c'est pas le système qu'il faut. Voilà, c'est tout. Merci. Juste un petit point, je rejoins tout ce qui a été dit. Moi j'étais parti sur l'anonymisation, évidemment pour la première étape, mais ça le matin, tu as raison. Quand tu arrives à la deuxième étape, en général... Si je fais tant mieux, mais si je fais pas tant pis. Oui, on est d'accord. Bon, j'ai pas la solution. Racisme aidant, ça devient compliqué. Simplement pour l'orientation des jeunes, c'est vrai que c'est compliqué. En général, ceux qui ne sont pas bons, on va les envoyer vers des métiers manuels. Moi, ce que je voudrais, c'est ce que j'aimerais, je ne sais pas si on y arrivera un jour, dans un monde idéal, c'est qu'effectivement, dans cette période-là du collège, on puisse faire toucher du doigt, soit par la venue des entreprises dans le collège, mais en faisant les choses bien, de manière attractive et de manière ludique, pour apprendre quels sont les différents métiers, soit dans des sorties extérieures, qu'on puisse montrer aussi aux enfants quel est un peu le panel des solutions qui s'offrent à eux quand ils vont être plus grands et quels sont les différents métiers, et qu'ils ne découvrent pas ça comme ça au hasard quand on leur fait on leur fait passer par le lycée pro ou on leur fait faire une filière plus directe parce qu'ils n'ont pas été bons au collège. Moi, je voudrais aussi que de l'autre côté, je vous jure, madame, ça m'est arrivé, je l'ai vécu pendant mon premier mandat, visite de deux classes de troisième à Flins, chez Renault. La visite se passe bien. On sort de la visite, et les gamins remontent dans le car. La porte n'était pas fermée, malheureusement, pour la prof, parce que c'était une prof, et on a entendu dire aux élèves, voyez les enfants, si vous travaillez mal, vous finirez là. Ça, ce genre de discours, pour moi, est aussi intolérable que de décider d'office, par des résultats qui ne sont pas convaincants, d'envoyer un gamin dans un truc qui n'est pas forcément savoir. Il va falloir beaucoup travailler là-dessus, parce que c'est un discours... Quand moi je suis fils de prof, je peux vous dire, j'ai entendu ce discours de la part de collègues de mes parents n'étaient pas comme ça, heureusement, mais j'ai entendu de la part de collègues de mes parents, et c'est toujours quelque chose qui m'a choqué. C'est pas parce que vous faites un métier manuel, c'est pas parce que vous faites un métier filière courte et industrielle que votre métier est moins valorisant que celui d'un col blanc. Hein. Je suis désolé, hein. Moi j'ai pas fait d'études, j'ai mon bac en poche, je me suis démerdé tout seul, et tous les métiers que j'ai faits, tous, sans exception, de veilleur de nuit, en passant par journaliste et puis manager, tous ont un intérêt. Tous ont un intérêt pour la société. Et il n'y a pas un métier qui est mieux qu'un autre. Un député ne vaut pas mieux que qui que ce soit. Donc, il faut arrêter cette espèce de culture qui fait que parce que vous avez fait de l'enseignement général, vous êtes meilleur que tout le monde et vous êtes forcément le top de la société. Très bien. Vous êtes peut-être celui, entre guillemets, qui a les neurones les mieux connectés, encore j'en suis pas sûr, mais vous produisez quoi de vos mains réellement? Moi j'ai le complexe de ne pas savoir produire quelque chose de mes mains. Moi j'ai un de mes beaux-frères qui a fait l'école Boulle, qui était l'école tôt,
Il a fait l'école où il a fait l'ébénisterie, ce gamin, il avait de l'or dans les mains. Mais on ne l'a pas laissé continuer. Parce qu'il fallait qu'il reprenne l'entreprise familiale. Aujourd'hui, ce gars-là est malheureux. Et je pense qu'avant qu'il aille à la retraite, il va reprendre ses premières amours. Faut pas gâcher. Moi, c'est super, je suis là avec mon micro, mon petit manteau, je dis certes, je sors de grandes phrases, mais réellement, je fais quoi? Qu'est-ce que j'apporte, moi? Tu vois ce que je veux dire? Un boulanger, un pâtissier, un restaurateur, un électricien, un plombier. Moi, si j'ai pas de plombier qui est depuis chez moi, je ne sais pas faire. Hein. Honnêtement, je ne sais pas faire. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Donc, il n'y a rien qui est mieux que quelque chose d'autre. Il y a juste des choses qui sont mieux adaptées à certains que d'autres. Très bien. Robert, oui. Je voulais juste rajouter quelques petites choses. Bon, alors dire que le prof dise si vous ne travaillez pas bien, ou que ça c'est quand même un gros mépris social, mais la question si les gens... Oui, non, ce que je veux dire c'est que ce qu'a dit la personne c'est du mépris. Oui, voilà. D'accord, c'est grave d'entendre ça aujourd'hui. Oui, c'est grave. Mais la question c'est pourquoi chaque parent en fait veut aussi que son enfant ait beaucoup de diplômes, etc. Parce que tous ces métiers qui servent, où on a dit on a de l'or dans les mains, on sert à quelque chose, etc. Tous ces métiers-là, on regarde la rémunération, du coup elle n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'on vaut, finalement. Parce que je ne pense pas que tout le monde rêve, même si c'est un beau métier et que fabriquer... Alors, on ne parlera même pas des prochaines... De la menace de fermeture de Flins qui va enlever énormément d'emplois sur le bassin. Mais tous ces métiers, construire une voiture, etc., c'est super utile parce qu'on a tous besoin d'une voiture. C'est un métier qui est technique, où on a un savoir-faire, voilà. Mais on est payé combien? Et une aide-soignante, c'est ultra important, une infirmière, c'est très important. Tous les métiers du soin à la personne, c'est des gens, on l'a vu d'ailleurs, qui sont indispensables à la société, c'est payé combien? La question aussi du salaire, c'est super important. Parce que les enfants qu'on envoie en apprentissage en disant c'est important qu'ils aillent travailler, etc., il y a aussi, dans ce sens-là, et j'ai entendu aussi, il faut proposer d'apprentissage, parce que ce sont des enfants qui ont besoin de soutenir leur famille et d'avoir un salaire. Mais non, la question, en fait, c'est que ces parents, ils doivent pouvoir vivre avec leur salaire, et de pouvoir faire vivre leur famille sans devoir envoyer leurs enfants trouver un petit complément de salaire. Parce que le complément de salaire, je crois que la première année, ça doit être 27% du SMIC. Ça doit être 500 ou 600 euros, quelque chose comme ça, par mois. Voilà, 600 euros par mois. Donc là aussi est la question de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel, de l'emploi, c'est les salaires. Parce qu'on ne doit pas envoyer les enfants pour avoir un complément de salaire. Ça s'appelle le 19e siècle. Ça, c'est ce qu'on faisait quand on envoyait à 10 ans, à 13 ans travailler à l'usine parce que ça faisait une bouche en moins à nourrir et que ça ramenait de l'argent dans la famille. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de retour en arrière. La formation, oui, pas parce qu'on doit ramener de l'argent, parce que les gens ne gagnent pas assez en travaillant. Et on veut aussi que ces élèves, ils aillent vers des métiers avec une bonne valorisation salariale, avec un vrai salaire, parce que tout le monde le mérite. Voilà. Et on travaille, et le travail, il doit payer, pas juste pour pouvoir survivre, et là on le voit avec l'inflation. Voilà. Juste une dernière chose, et après je me redonne le micro, justement sur la réforme du lycée professionnel, il y a cette question, on parlait du choix de l'orientation, où on pourrait partir sur adapter la formation, enfin l'offre de formation à l'emploi, en gros au bassin d'emploi qui est là. Alors là, on va encore enlever encore plus de choix en fait aux élèves, parce que si vous habitez dans une ville et qu'autour de vous, on fait que d'électricité ou que, je sais pas moi, on a besoin que de soins à la personne, alors vous n'aurez encore moins de choix. Et si vous avez envie de faire menuiserie et qu'il n'y a plus, parce que la menuiserie ferme, par exemple dans les lycées professionnels, il n'y a plus, vous n'avez pas d'offre à moins de, je ne sais pas combien de temps de transport de chez vous,
bah, voilà, c'est encore un jeune qui veut faire un métier et qui n'a pas l'offre à disposition. Juste avant de passer la parole, nous, ce que nous disent nos élèves lycée professionnel, mais monsieur, vous êtes payé, pourquoi nous, on n'est pas payé? C'est la question de l'argent. Et je me rappelle, et en plus, ils font des stages de mois dans les entreprises, ils ne sont pas payés. Moi, la loi dit qu'il faut plus de 2 mois pour être payé. Ils trouvent ça injuste. Et je me rappelle, dans l'académie, alors qu'il était recteur de l'académie de Créteil, Jean-Michel Blanquer, il proposait, pour lutter contre le décrochage, de payer les élèves. Ça avait fait un tollé à l'époque. Voilà. Je vais être là. Alors, ce que je propose, il y a 4 interventions, on va les regrouper. Et ceux qui n'ont pas parlé, on va laisser la parole à ceux qui n'ont pas parlé. On fait un dernier tour, et comme ça, après, on termine autour d'un verre. Bon, Louise, après, rapidement. Oui, mais je vais être très court. Bon, d'abord, pour répondre à madame, moi, j'ai fait toute ma carrière dans le privé. Et ce que j'ai vu dans le privé, concernant les jeunes qu'on avait en alternance, c'était pas Zola. Hein. Alors moi, je ne conteste pas du tout les chiffres que vous avez donnés, je ne les connaissais pas d'ailleurs, mais c'était même un problème de prendre, moi je travaillais dans le BTP, ce sont des métiers extrêmement accidentogènes, et donc on évitait quelquefois de prendre certains jeunes, parce que bon, ils ne pouvaient pas monter sur un tabouret de 2 marches, ils ne pouvaient pas toucher un marteau, ils ne pouvaient pas toucher une machine, rien. Bon, alors pendant un certain temps, on leur dit, vous regardez, mais bon, tant qu'ils ne mettent pas la main à la pâte, parce que ça c'est une expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, ça ne marche pas. Au bout d'un certain temps, ils en avaient marre de regarder, bon, et pas toucher un marteau, rien toucher du tout, donc c'est quand même très compliqué. Bon, ça c'était mon expérience. Maintenant, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il y a un gros problème en France qu'il n'y a pas en Allemagne, où il y a une collaboration entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement. Ici en France, on a un énorme problème. Les entrepreneurs disent aux enseignants, il faut nous former des gens qu'on puisse nous employer ensuite, parce que les métiers évoluent. Le CAP d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le CAP il y a 30 ans. Donc formez-nous les gens dont on a vraiment besoin, qu'on peut employer immédiatement, plutôt que d'aller se retrouver avec un CAP qui ne sert à rien, au chômage, ou alors avec un master de sociologie dont personne ne veut plus. Et du côté des enseignants, il y a une frilosité de ne pas vouloir laisser entrer l'entreprise dans l'école, parce que voilà, c'est le diable dans le poulailler, machin. Et si vous ne collaborez pas, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas, il faut vous parler, il faut éviter les idées toutes faites. Il y a moyen, les Allemands le font très bien, et depuis très longtemps, il y a une autre façon de voir les choses, plutôt que, voilà, l'entreprise, bon, machin, il paye mal, machin, il n'y a pas de sécurité, etc. Et puis de l'autre côté, évidemment, les entrepreneurs qui râlent sans arrêt parce que c'est pas le bon BTS, parce que c'est pas le bon CAP, etc. Et qui reçoivent des jeunes qui disent, mais il ne sait rien faire. Je peux le prendre, il ne sait pas le faire. Par contre, pour finir, ce que tu as dit sur les entretiens, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et c'est vrai que nous, par exemple, lorsqu'on voit, on va dans les lycées ou dans les collèges ou dans les écoles, on dit toujours aux enfants, ceux qui ont fait l'effort de venir au conseil municipal des enfants, au conseil des jeunes, on leur dit surtout, mettez-le sur le CV. Parce qu'il y en a eu qui ont été rencontrés uniquement par ça, parce que le gars en face était assez intelligent pour comprendre que si le jeune, à 8 ou 9 ans, il avait fait l'effort de sortir de l'école pour faire autre chose, c'est que vraiment, il avait un potentiel. Et voilà. Pour compléter, ce parcours SUP, c'est un élément valorisant. L'expérience associative, le hobby, comme tu dis. Alors, on va prendre les dernières interventions, on va aller comme ça, tout le monde. Clément, un jeune. Oui. Bien illustrer l'exemple du conseil municipal des jeunes. Et bien oui, voilà, je suis du conseil municipal des jeunes, donc voilà, ça. Et élu aussi. Et élu aujourd'hui, évidemment. Peut-être la première chose que j'aimerais dire, c'est que
c'est vrai, on a fait beaucoup de reproches aux entreprises. Moi, aujourd'hui, je suis apprenti. Je pense que l'apprentissage, c'est une très belle voie. Et c'est une véritable chance de pouvoir se former de cette manière-là. Après, libre à nous de savoir aussi distinguer ce qui est bon dans notre apprentissage et ce que finalement l'entreprise nous enseigne aussi, qui est ses modes opératoires. Mais à la fin, on a un savoir-faire qui est totalement différent de quelqu'un qui a été en faculté, et c'est une bonne chose. Il faut ces deux voies. Ah, bon. Il faut ces... Bon, c'est pas grave, vous m'entendez? Oui, on m'entend. Je pense qu'il faut ces deux voies-là. Peut-être que plus tard, on découvrira une troisième voie. Alors, je ne sais pas, elle sera faite quoi, mais on découvrira une troisième voie qui sera peut-être tout aussi fabuleuse. Je pense que l'apprentissage, voilà, c'est quelque chose de bien. Après, voir l'âge auquel ça débute, c'est vrai que c'est important. Au-delà de ça, on a fait un reproche aux entreprises, mais on a oublié de faire un reproche qui, pour moi, est bien plus important, c'est le reproche aux entreprises écoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des organismes de formation privés qui ont fait de leur business la vente de formation. Et en fait, c'est un système très pervers parce qu'on arrive à la finalité très simple, c'est que le diplôme, il ne vaut pas forcément quelque chose sur le monde du travail. Alors on a un master, on a des diplômes qui finissent avec un E. Alors l'étudiant qui ne remarque pas, qui se dit que c'est fabuleux, bah, il ne va pas s'en apercevoir. Il va s'en apercevoir que quand il aura fait la formation. Alors cet étudiant-là, il aura peut-être un peu de chance, c'est qu'il aura fait l'alternance, et l'alternance, l'employeur paye la formation, et c'est une bonne chose. Mais il y a pire, c'est l'étudiant qui, lui, va faire la formation initiale, et donc va se retrouver à faire quoi? Un crédit. Un crédit pour financer des études, pour financer un diplôme qui ne vaut rien. Et donc, je pense que c'est très important aussi de réfléchir la valeur qu'on veut donner à nos diplômes. Et je rejoins ce que vous disiez, aujourd'hui le bac est important, mais est-ce que avoir un bac plus 5 c'est important pour exercer certains métiers? Il faut se poser la question. Est-ce que avoir des formations qui ont des options qui veulent tout et rien dire, c'est la bonne solution? Je pense qu'avec un bac plus 2, il y a plein de métiers qu'on peut déjà beaucoup faire et on n'a pas forcément d'avoir un master. Maintenant, libre à nous de changer finalement notre conception de la société pour finalement reconnaître à chacun le diplôme et sa valeur sur le monde du travail. Et sa valeur également avec les hobbies. J'ai retenu qu'il faut que je marque sur mon CV, je joue au poker. Ça dépend du boulot. Voilà, ça dépend du boulot. Et finalement aussi le financement par le crédit. Hein. Encore une fois, ça impacte qui? Ça impacte les jeunes de banlieue, ça impacte pas n'importe qui. Il faut aussi en avoir connaissance. Et aussi, je vais juste un dernier point sur ce que vous avez dit par rapport aux études de menuiserie. Alors c'est vrai, il y a des formations qui ferment, et c'est malheureux parce que je pense que l'école doit permettre de découvrir plein de choses. Parce que quand par exemple, moi j'aurai 40 ans, j'aurai peut-être pas le temps de découvrir comment faire un meuble. J'irai chez IKEA. Mais il faut aussi prendre en compte que finalement vendre du rêve, c'est-à-dire vendre une formation qui est fabuleuse et qui apprend plein d'enseignements, mais si pour derrière il n'y a pas de débouché, faut se poser la question parce que le risque derrière ça, c'est de faire un métier qui nous plaira encore moins. Je ne vais pas donner d'exemple, hein, mais si derrière on a fait un CAP menuiserie et que derrière en fait on ne peut pas trouver d'emploi parce que tout simplement c'est des filières qu'on fermait, je pense qu'il y a un vrai souci et il faut aussi faire des filières qui sont adaptées, peut-être au territoire, peut-être au... Je sais que c'est des choses qui vont pas forcément être d'accord, mais il faut faire quelque chose qui est adapté aussi aux circonstances et pas voir quelque chose forcément national, il faut prendre aussi local. Voilà, je finis. C'est exactement ce qu'on m'a donné comme réponse sur la table de théorie, mais il y a IKEA déjà. C'est juste à acheter, à monter. Il n'y a pas besoin de fabriquer. Mais moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par rapport à l'orientation des jeunes, surtout après la troisième. C'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui en souffrent ou qui en souffrent encore aujourd'hui. Moi, j'ai des enfants, je sais ce que ça fait. Ça fait très très mal. Voir un enseignant dire à un élève que non, vous êtes bon pour ça, vous n'êtes pas bon pour faire autre chose. Et je fais la générale, non, vous n'êtes pas pour la générale. Et là, on voit, c'est vrai, il faut dire les choses comme elles sont.
Et il y a du racisme là-dedans, il y a la discrimination, comme a dit M. le député, il y a... C'est compliqué cette histoire. Je parle en tant que père des familles. Je sais comment ça se passe. Et là, je voudrais quand même attirer votre attention, surtout par rapport aux enseignants. Et les enseignants ont une part de responsabilité dans cette histoire-là. Parce qu'un enseignant qui dit, par exemple, à un élève, à un jeune, oh, vous êtes un bon à rien. Le bon à rien n'existait pas. Vous êtes toujours bon à quelque chose. Or, c'est ce discours-là, à force de le répéter, cela devient répétitif, cette rhétorique, les enfants en souffrent. Parce qu'ils en parlent à la maison lorsqu'ils arrivent. Moi, je suis un incapable, je ne sers à rien, on me dit tout le temps c'est ci ou cela. Moi, je sais, dans le Verlaine, je sais ce qui s'est passé par rapport à certains jeunes enfants, pour moi, c'est des enfants. C'est ce qu'ils ont vécu à Port-Verlaine. M. Bonnet, qui était à l'époque directeur, je sais le discours qui était tenu dans ce collège-là. Aujourd'hui, ces enfants, ils sont à l'université, ils ont des masters. Ils ont fait des vieux. Et pourtant, à l'époque, on disait que ces enfants doivent être un bon à rien. Attention, moi je pense que les enseignants, papa les enseignants, madame l'enseignante, lors de vos réunions, essayez quand même de parler par rapport au discours que les enseignants tiennent aux enfants. Et ça, c'est très important. Ne jamais déconsidérer un enfant, ne jamais dire que vous êtes un bon à rien, de toute façon. On ne peut pas être bon à tout, c'est impossible. Monsieur le député le dit très bien. À l'entendre, il est beaucoup plus littéraire, beaucoup plus autre chose qu'Emmanuel. Moi, je suis pareil, moi, je ne sais même pas faire la plomberie, je ne sais pas le faire. Et même si j'ai un petit truc, je ne sais pas le faire. Moi, c'est l'écriture, moi, c'est la lecture, moi, tout ce qui est littéraire. Donc, je dirais que j'ai ce complexe-là aussi. Donc, quand je vois un enfant ne sait pas faire ceci, dire que c'est un bon à rien, et ça fait très mal. Attention, parce qu'il y a d'autres enfants, et ça reste dans la tête, ils en souffrent, et puis c'est vrai, il devient un bon à rien. À force. Dans la force d'entendre ces discours-là. C'est là qu'il faut faire très attention. Moi, je pense que c'est une interpellation. Moi, je pense qu'il faut vraiment que les enseignants, ou les collèges, ou l'école en général, puissent quand même parler aussi de ce problème-là. Attention au discours que nous tenons aux jeunes. Attention au discours que nous tenons aux enfants. Et ce n'est pas toujours le cas parce que c'est très compliqué. Et surtout, je sais, le métier être enseignant, c'est difficile. C'est un métier très difficile. Ça, je le reconnais. Et surtout quand on travaille dans une zone d'éducation prioritaire, c'est pas facile. Mais, malheureusement, c'est à la poste-là. On aime ça, il faut le faire. Merci. Je veux répondre quand même. En tant qu'enseignante, il faut que je réponde. Parce que bon, là, c'était obligé. Alors, je n'adhère pas totalement à ce que vous dites, parce que tous les enseignants ne sont pas, comme vous le dites. Je dis en général. Oui, non, mais il y en a, je ne dis pas le contraire, il y en a. En revanche, il y en a aussi qui ne comptent pas leurs heures, qui ont le souci de réussite de leurs élèves, qui ont ça dans le sang, c'est une vocation. Parce que pour l'avoir vécu, on a tous eu au moins un enseignant qui vous a marqué. Au moins un. Il y en a au moins un. Moi, je l'ai eu, et c'est comme ça que j'ai eu cette vocation. J'étais jusqu'à la fin. Il m'a poussé, ce professeur, jusqu'à la fac. J'ai fait mes 5 années, j'ai fait philo, pas lettres, je suis prof de lettres, en REP+, j'ai fait Jules Verne, je suis à Poissy. Et cette ambition, c'est mes parents illettrés, analphabètes, qui me l'ont transmise. C'est-à-dire, la seule chose que j'avais, la seule motivation, le moteur que j'avais à la maison, c'était l'ambition de mes parents. Tu iras jusqu'au bac. Pointe à la ligne, je n'ai pas pu, tu iras. Arrivé au bac, on me dit, pas avant la licence. D'accord, maman? Pas avant la licence. On est 5, j'ai 3 frères, 2 sœurs et 2 frères. Et tous, on a fait des études supérieures avec papa et maman qui n'ont pas été à l'école. Donc, c'est aussi du devoir des parents d'avoir de l'ambition pour leurs enfants, de donner les moyens à ces enfants de réussir, de ne pas dire le contraire de ce qu'un professeur peut dire, par exemple. Ce n'est pas les mêmes professeurs. Ce n'est pas les mêmes. Et ce ne sont pas les mêmes élèves. Et ils n'ont pas cet engouement pour l'école, ces élèves. Le numérique est arrivé. Ils n'aiment plus les livres. Ils ne fréquentent plus les bibliothèques comme on les fréquentait avant. Il y a plus, le public n'est plus le même. Et on se bat 10 fois plus. En revanche, je tenais quand même à saluer le gouvernement actuel. Je ne suis pas politique, je n'ai pas d'étiquette. On nous a permis, j'ai des 3e, je suis professeur principal
d'une troisième, stage troisième, ils vont aller chez Madame Borne, ils vont aller au ministère des Armées, ils vont aller faire leur stage chez Engie, ils vont aller chez Chanel, ils vont aller au ministère du Développement durable. S'il y avait tout ça, eh ben, il y en a, des grands champs de Poissy, ils vont venir chez vous, donc, et cette porte ouverte, entrouverte, c'est leur donner l'envie d'aller peut-être plus loin, qui veulent faire de grandes études, mais qui pensent que ces études-là ne sont que pour une élite. Donc ouvrons la porte à ceux qui veulent faire de grandes études, ouvrons la porte à ceux qui veulent faire de grandes études dans l'apprentissage, parce que ce sont aussi de grandes études, et moi, contrairement à d'autres, ceux que vous avez connus, moi je les pousse, moi je les embête, moi je leur casse les pieds, moi je les appelle chez eux. Moi j'ai une relation très forte avec les parents, parce que rien ne se fait sans les parents. Si les parents n'adhèrent pas, si les parents ne nous font pas confiance, on n'y arrivera pas. Et je pourrais vous dire que 60 ou 70% des parents le font comme vos parents le faisiez. Oui, tout à fait. Ça, je peux vous assurer. Moi, voilà. c'est ça. Mais en tous les cas, moi, c'est à chaque fois que je parle des élèves, je suis très émue, parce que ce ne sont pas des élèves pour moi, ce sont des enfants qu'on m'a confiés pendant une année, j'en ai la responsabilité, ce sont mes enfants pendant 1 an. Je les traite comme si c'était des élèves. Merci, madame. Albert Camus a été marqué par son instituteur, M. Germain. Alors, Marcel, avant de dernier intervenant. Moi, ce que je voulais dire, il y a des jeunes artisans qui ont très bien réussi, soit dans la toiture ou ailleurs. Pourquoi on ne les invite pas à l'école pour montrer leur réussite? Que ce soit la réussite professionnelle ou la réussite personnelle. Moi j'ai des cousins qui ont que des CAP, et il y en a un dans l'Essonne, l'autre en Aquitaine. Ils ont du boulot aujourd'hui, ça leur rapporte largement. Hein, et ils font même des exemples dans la famille, parce que quand il y en a qui viennent en vacances, ils ne songent qu'à reprendre ce genre de métier. Donc, on n'invite pas ces jeunes entrepreneurs à venir dans les écoles montrer leur réussite. Parce qu'il y en a qui réussissent bien, qu'on ce qu'il faut chez eux et tout. Ça pourrait intéresser les élèves de dire, tiens, ce métier, je ne pensais pas que ça rapportait autant. Je pensais que... Personne ne voulait parler. Conseil d'éducation, vous savez que tout le monde allait parler. Je voudrais juste répondre à ce que vous venez de dire, parce que moi j'ai eu un troisième à Pomerlein et j'ai eu la chance de faire de m'inscrire, ça s'appelait, je crois, découverte professionnelle 3 heures, et toutes les 2 semaines, on avait c'était 2 heures, on avait 2 heures de cours où en fait, alors soit on allait nous apprendre à faire un CV, soit on allait nous apprendre à faire une lettre de motivation, un jour on allait rencontrer un chef d'entreprise, un jour on allait rencontrer... Bref, on faisait toutes les 2 semaines, pendant 2 heures, quelque chose qui était inspirant et très intéressant, et peut-être que c'est quelque chose qui va être généralisé, parce que je vous assure, quand je suis allé en VP3, moi, c'est parce que j'avais une affinité avec le professeur qui faisait cette formation-là, et sans lui, je ne pense pas que je l'aurais fait. Parce qu'en troisième, on ne se rend pas forcément compte de l'utilité que ça peut avoir. D'accord, très bien. Oui, Lila. Bonjour à tous. Voilà, je voulais poser une question à M. le député, à savoir qu'est-ce que vous pensez des tests psychologiques afin de regarder un peu les profils des enfants pour voir les métiers qu'ils pourraient exercer, qui pourraient leur plaire. Donc plus regarder peut-être leur potentiel et ce qu'ils aiment faire, que regarder uniquement la filière et le cursus professionnel, parce que c'est bien de faire de longues études, mais si c'est pour au bout à 35 ans faire une reconversion, c'est vrai que c'est pas évident, on peut le faire, mais on parle beaucoup de reconversion professionnelle actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bon, dernier intervenant. Très brièvement, Christian, tu veux dire quelque chose très rapidement ou ça a été déjà dit? Oui, je suis d'accord avec monsieur le député qui parlait tout à l'heure des métiers professionnels, qui ne sait pas faire le plombier. C'est normal, parce que chacun a une attache à certaines fonctions, soit par ses parents qui lui ont appris, et puis moi par exemple, je suis cartésien mais je ne suis pas littéraire. La littérature, j'y comprends rien. Voilà, c'est tout, parce que c'est pas mon truc.
Et je trouve que c'est important que les élèves choisissent, ou qu'on les aide à choisir ce qu'ils veulent faire pour leur réussite. Très bien. Alors, on va conclure sur les tests. Oui, sur les tests psychologiques, vous avez raison en un sens, mais il n'y a pas que ça, effectivement, qu'il faut les faire. Mais je trouve qu'on ne fait pas assez rentrer, par quelque manière que ce soit, l'entreprise à l'intérieur des écoles. Alors, il ne faut pas les faire rentrer n'importe quoi. Si vous faites rentrer quelqu'un qui va vous présenter son entreprise sur un PowerPoint qui emmerde tout le monde, il n'y a aucune chance que le gamin s'intéresse à ça. Clairement, il faut intéresser les gens. Et c'est en cela où je vous disais qu'il peut y avoir un rapport entre l'emploi des seniors, qui est quelque chose de compliqué à conserver, le tutorat et le mentorat. Je pense qu'on a beaucoup de seniors, et il y a des exemples ici de ceux qui ont fait des métiers qu'ils ont trouvés passionnants. Et je suis sûr que ces gens-là, en termes de transmission dans les écoles, pourraient être très utiles. Et c'est ça qu'il faut, à mon sens, développer. Bien sûr, les tests, il faut les faire. Pour répondre à votre question sur le fait que je sois manel ou pas, je suis petit-fils de boucher, j'aurais pu être aussi boucher, mais je suis incapable de tenir un couteau de boucherie. Donc voilà, c'est pareil, il y a aussi les gènes qui comptent là-dedans. Et moi, j'ai trouvé très intéressantes vos interventions parce qu'elles sont frappées au point du bon sens, et ça fait du bien. Je dis franchement, ça fait du bien. Et que de toutes les formations que j'ai pu voir d'apprentissage, moi, que j'ai pu tester, celle qui est la plus apprenante, celle qui permet aux gamins, finalement, de trouver leur voie ou pas, je pense que c'est l'alternance. Mais attention, il faut impérativement que les écoles s'adaptent en termes d'agenda à l'agenda des entreprises. Je vais vous raconter une anecdote. Quand on a lancé les job dating, je sais pas, non, l'alternance dating, je sais pas comment on appelait ça, pour trouver des écoles, pour trouver des alternants pour aller en régie finale dans le groupe M6. Dans le groupe M6, toutes les chaînes partent du même endroit. Donc c'est une régie numérique qui est très technique, très pointue, hein, des compétences importantes. On ne pouvait pas se permettre d'avoir un élève qui vienne une semaine, pour une semaine, qui reparte une semaine, qui revienne une semaine après. Il aurait perdu tout le bénéfice de ce qu'on lui avait appris la première semaine. Il y a 20 écoles qui sont venues, 20 écoles qui formaient au BTS audiovisuel. On n'en a retenu qu'une, parce que c'est la seule, qui a bien voulu adapter ses horaires, son calendrier, en fonction des besoins de l'apprentissage en entreprise. Et le jeune est resté 2 ans en alternance, on a renouvelé avec l'école tout le temps. Quand on peut les embaucher, on les embauche. Sinon, ils ont tout de suite trouvé du boulot ailleurs sur la place de Paris. Parce que tout le monde savait que c'était la meilleure formation. Ça, c'est le premier point. Dernier point. On a des formateurs extraordinaires dans les entreprises. Il y a des gens qui ont ça en eux, la transmission. Ce n'est pas quelque chose forcément qui s'apprend. On peut effectivement apprendre à transmettre. Mais la vraie transmission, c'est celle qui se fait avec la passion, avec le cœur, avec l'envie, avec la passion du métier qu'on a. Et ces gens-là, j'en connais plein, ils sont en train d'arrêter les uns derrière les autres. Parce qu'on ne les écoute pas assez. Et ils se retrouvent, pas parce que les gamins ne les écoutent pas, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais parce que le système, dans sa globalité, ne les écoute pas assez. Les écoles ne les écoutent pas assez, le gouvernement ne les écoute pas assez, et puis surtout quelque chose qui commence à les gêner aujourd'hui, parce que vous parlez de rémunération, madame, bien sûr que c'est un facteur important. Mais quand vous êtes patron de TPE, j'en connais une à Aubergenville, que vous faites de la mécanique, des pièces de mécanique, des pièces, je sais pas comment c'est, des pièces de précision, là, de mécanique, et qui est un métier difficile, où il faut vraiment être très concentré, très précis, très précieux, et je tiens à dire, ces salariés sont très bien payés. Quand vous passez votre vie à former des jeunes, pas je ne sais pas ce que vous avez appelé tout à l'heure, pas pour ramener de l'argent à la maison, mais pour qu'ils apprennent un vrai métier. Et qu'une fois la formation terminée, une fois le diplôme en poche, et pourtant c'est une entreprise qui paye bien, puisqu'elle dépasse la barre des 2 000 €, qui est une barre symbolique en France qu'on a du mal à franchir, eh bien les gamins s'en vont direct ailleurs, parce qu'ils savent qu'ils ont été formés par cette entreprise-là, que c'est une formation de qualité, et ils sont pris par les gros groupes, genre Thales ou autre. Et donc, nous avons fait des propositions pour que, effectivement, on puisse permettre aux entreprises qui forment les jeunes d'avoir
une espèce de droit de fonction, s'ils peuvent embaucher, de pouvoir être prioritaire sur l'embauche du jeune derrière, au moins pendant 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, que le jeune puisse rester dans l'entreprise, avant de voler ailleurs, en forme de reconnaissance, je ne dis même pas de récompense, de reconnaissance de tout l'investissement qu'il y a eu dans ces entreprises-là, parce que sinon les meilleurs formateurs qu'on a en entreprise, un jour ou l'autre, ils arrêteront. Et enfin, dernière chose, Madame, vous m'avez ému dans votre discours et dans votre plaidoyer des profs, je vous le dis. Moi, je suis fils de prof, et on a tous effectivement un prof qui nous a sortis du trou dans lequel on était. Et je suis sûre que vous avez pu voir l'effort peut-être d'un, je ne sais pas si c'est vos 2 parents qui étaient profs ou un seul. Les deux, mais malheureusement. Quand on est convaincu et qu'on aime le métier qu'on aime, et qu'on exerce, à la maison, ça se ressent. Absolument. Absolument. Et dernière chose, j'ai eu la chance, et ça je pense que c'est important à inculquer à nos enfants aussi, d'autant plus à l'heure du numérique, où vous savez très bien qu'avec les algorithmes, ils sont dans leur bulle. Les informations qu'ils reçoivent, pareil pour nous, remarquez, les informations qu'ils reçoivent ne sont que les informations qui les intéressent. Il n'y a plus aucune contradiction dans les messages qu'ils reçoivent. Ces algorithmes, c'est fait comme ça. Le monde Internet est merveilleux en cela qu'il peut vous apporter une connaissance universelle, mais il est dangereux en cela qu'il peut vous enfermer dans une bulle de laquelle vous ne pourrez plus sortir. Et j'ai eu la chance, moi, de vivre à l'étranger. Mes parents étaient expats. On a fait 10 ans en Laos, 2 ans en Côte d'Ivoire et 5 ans au Maroc. Et ça a été une ouverture d'esprit extraordinaire sur le monde. Et si, grâce au numérique, c'est un message que j'envoie aux parents, on pouvait ouvrir nos enfants, ce que j'ai fait avec les miens, mais parce que j'avais cette expérience, sans forcément voyager, grâce au numérique, à les ouvrir sur le monde, à ouvrir les yeux, je pense qu'on vivrait beaucoup mieux ensemble. Sur l'ouverture d'esprit, culturelle, je trouve que nos élèves sont quand même, ils viennent tous de cultures différentes. Enfin, je trouve qu'ils sont déjà bien polyculturels. L'ouverture sur le monde, moi je trouve qu'au Muro, c'est pas là où on en manque le moins. Et je pense que nos élèves, effectivement, sont peut-être dans leur bulle avec l'algorithme, etc. Mais ils sont bien informés et mieux que ce qu'on pense, ils ont une réflexion sur la société qui est intéressante à écouter également. Sur le dialogue entre les entreprises et les enseignants. L'éducation nationale. Je ne pense pas que les enseignants soient oui, responsables, non. subissent plus ou moins, je sais pas. L'éducation nationale, son rôle, c'est d'apporter, c'est un service public. Voilà. Donc c'est d'apporter le meilleur enseignement à tous les élèves. Alors, on manque de moyens, on manque de professeurs, et c'est toujours la même question, c'est parce qu'on a du mal à recruter parce que les salaires sont bas. Et si on veut aller sur le modèle allemand, il va falloir vraiment grandement augmenter les salaires des professeurs, parce que allons voir aussi les salaires des professeurs en Allemagne. Même si l'Allemagne, c'est pas le modèle... Ils travaillent beaucoup plus dur que les professeurs français. Pas tant que ça. Bah, si. Pas tant que ça. Bah, si. Mais on a... Vous délivrez l'ensemble du message, vous ne pouvez pas délivrer le message que partiellement. Mais pas tant que ça. Allez voir, voilà, c'est tout. Allez voir, ils ont des cours de 45 minutes et ils ont des modules. Ce qui, quand on calcule... Combien de jours de congé par an? Non mais... Non mais, je pose la question. Alors, enlevons les congés, vous verrez avec le tourisme. Parce que si on a autant de congés, c'est pas que pour les professeurs. Et c'est pas un avantage que d'être... toutes les 6 semaines en vacances, non, pas du tout. Mais j'ai pas dit ça. Non mais voilà, non mais on va pas revenir sur les vacances des professeurs parce que les congés, parce que notre salaire en fait il est lissé sur l'année. Donc voilà. Non mais j'ai eu des parents parce que c'est je toujours... ne vais pas leur reprocher d'avoir pris des vacances, je sais ce qu'ils faisaient pendant les vacances, je dis simplement voilà. que quand vous comparez 2 salaires, même si le salaire des profs français est bien trop bas, je vous le concède, mais comparez ce qui est comparable. Vous ne comparez pas un salaire de quelqu'un qui travaille 100 heures et puis avec le salaire de quelqu'un qui travaille 150 heures, par exemple. Forcément que celui qui travaille 150 heures, il gagne plus. Sinon, il y a une injustice. C'est tout ce que je dis. Délivrer le message jusqu'au bout. Oui, pas alors, partiellement. on va délivrer le message jusqu'au bout. On peut aussi prendre le meilleur de partout et nous avoir travaillé que, effectivement,
pour certains que 18 heures face élève, pour avoir le temps de préparer ses cours et avoir un enseignement de qualité, et ben ça se paye aussi. Et en Allemagne, ils travaillent peut-être plus. Ok. Ils sont mauvais. Non, j'ai pas dit ça. Alors là, je n'ai pas dit qu'ils étaient mauvais. Ah non, vous avez du plus tout. de temps de préparation. Mais ce que je veux dire, c'est que, ok, il faut aussi voir les conditions de travail. Si on peut prendre les bonnes conditions de travail de France, mais aux professeurs allemands de demander les mêmes conditions de travail que nous. Voilà. Donc, juste sur le dialogue, je termine, entre l'éducation nationale et les entreprises, nous, notre rôle à l'éducation nationale, c'est un service public, un enseignement, etc. Les professeurs sont formés et il y a de la formation continue pour avoir, pour être à jour, et notamment je parle pour l'enseignement professionnel, pour être à jour de ce qui se passe dans les entreprises, sauf que hier encore, je discutais avec un collègue en électricité, en électrotech, pardon, qui me disait... un de ses élèves, il avait eu un contact avec un de ses anciens élèves, qui est rentré aux arts et métiers là cette année. Il a eu son bac il y a 3-4 ans. Il me dit aujourd'hui, avec la dernière réforme de 2018, où on a pris des heures d'enseignement professionnel, voilà, il nous dit, je ne pourrais pas reformer comme j'ai formé cet élève parce que je n'ai pas le temps. Voilà. On a détricoté l'enseignement aussi. C'est une réalité. C'est pas juste qu'on n'écoute pas les entreprises et qu'on ne fait pas rentrer les entreprises dans l'éducation nationale. Mais d'un côté, les entreprises n'ont pas à rentrer dans le service public. Enfin, voilà, ça c'est la vie... non, mais c'est la position de la CGT. Voilà. Une coopération. À mon tour de conclure. Alors tout à l'heure, une petite boutade, tu parlais du bac que tu avais en poche. Moi j'ai un bac plus 3 enfants en poche. Et je pense que c'est le meilleur des diplômes. Je ferme la parenthèse. Et non, tout ça pour vous dire que... Oh, ben voilà. Nous avons bac plus 6 ensemble. Non. 1-0 pour le baron. Yes. C'est vrai. Mais non. Bah, super. Non, plus sérieusement, moi pour conclure, ce que je dirais, c'est que pour les jeunes, il faut se battre. Donc on le fait collectivement. Et je salue déjà l'effort des missions locales et des équipes qui font au quotidien. Je profite également pour vous annoncer que je suis également présidente de l'association Yvelines Information Jeunesse, donc qui regroupe 32 structures, donc les fameux bureaux Information Jeunesse des Yvelines. Et la semaine prochaine, nous allons lancer un nouveau dispositif pour les jeunes qui s'appelle la boussole des jeunes. Et c'est un outil numérique qui est subventionné par l'État, pour lequel on vous fera une communication, bien sûr. Voilà. Donc moi, je vais conclure par ça, je ne vais pas être plus longue, parce que je commence à avoir soif et faim. Voilà, je vous remercie en tout cas, et bien sûr, en tant que présidente, je suis à votre disposition. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Merci. Je vais conclure. En tout cas, merci à vous tous d'être là. Et l'important, c'était d'échanger. C'est vrai que Raphaël, à ma gauche, donnait les positions de la CGT sur la question, sur le rapport entreprise d'école. Voilà. Une dernière chose, Papa Olivier, oui. C'est à tour de monsieur le député. Oui. Vous avez dit au tout début par rapport au REP+, il me semble que Mme Elimas, à l'époque, voulait travailler déjà sur qu'on enlève cette étiquette de REP+, qu'il n'y ait plus de réseau ni d'école REP+. Non, mais enlever l'étiquette, c'est une chose. Et puis carrément ne plus dédoubler, ne plus... Mais ça, pour moi, c'est un problème. Ça va être un problème, sachant déjà les difficultés qu'on a en REP+. Mais pour moi, c'est un problème. Ça Comme quoi, je peux ne pas être d'accord avec la doxa. Voilà, c'est bien ce qu'on a compris. Tu as défendu des positions sur lesquelles je pense nous militons pratiquement tous. Voilà. En tout cas, merci. Je vous invite à un cours avant de partir.